Les missiles chinois volent dangereusement au-dessus de Taïwan et les forces armées chinoises mènent des exercices militaires près de l'île. Un exercice qui pourrait se transformer en une invasion à grande échelle par l'armée de la Chine communiste et aboutir à une troisième guerre mondiale pour toute l'humanité. Quelle a été l'histoire des relations entre la Chine et Taïwan et pourquoi de telles tensions sont-elles survenues entre les deux pays? Taïwan avant la domination chinoise. Les premières tentatives des autorités chinoises pour incorporer Taïwan ont été faites en 610. Plus tard, cependant, ces terres sont tombées sous la domination japonaise, celle de pirates locaux, ou sont revenues au territoire chinois. Avant le XVIIe siècle, la majorité de la population de Taïwan était austronésienne. Les artisans chinois, les pirates et les commerçants ne représentaient qu'une petite proportion de la population. Initialement, à l'époque des découvertes géographiques, l'île était sous domination portugaise et était appelée Formosa. Par la suite, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, 1624, s'est établie sur sa côte sud, et les Espagnols, 1626, se sont installés sur le bord nord. Le désir des Néerlandais de se débarrasser de leurs rivaux commerciaux et ennemis jurés les a poussés à faire la guerre à la colonie espagnole de Taïwan et a abouti à une victoire des Néerlandais en 1642. Les colons néerlandais ont développé un réseau de plantations de riz et de sucre et ont également utilisé Formosa comme base commerciale dans le Pacifique. La conquête à grande échelle du pays par la dynastie mandchoue des Qing. La dynastie des Ming subissait défaite sur défaite, et jusqu'en 1661, la dynastie Qing s'était étendue à presque tout le territoire chinois. L'un des derniers combattants mandchous était Zheng Chenggong. Il décida de déplacer sa vaste flotte, comprenant près de 100 000 soldats et de nombreux réfugiés chinois à Taïwan. Il éclata les petites garnisons hollandaises et créa son propre royaume de Tungning, largement peuplé de réfugiés chinois. Cependant, les énormes ressources humaines et économiques de la Chine conquise permirent à la dynastie Qing d'organiser la prise de Taïwan en 22 ans. Ils purent annexer Taïwan à la Chine continentale pendant plusieurs siècles. Après des siècles d'isolement, la Chine des Qing se considérait sans raison comme un pays avancé, bien qu'elle soit désespérément en retard par rapport aux pays européens en termes de technologie industrielle et militaire. Les colons européens en ont profité et infligé une série de défaites douloureuses à la Chine lors des guerres de l'opium de 1829 à 1860 et la guerre franco-chinoise de 1884 à 1885. Après ces humiliations militaires, des traités commerciaux inégaux ont été imposés à la Chine, rendant impossible la protection de la jeune industrie chinoise et exacerbant le déclin économique du pays. Le Japon a profité de l'affaiblissement de la Chine et a vaincu l'agonisant empire Qing lors de la première guerre sino-japonaise. En vertu du traité de paix de 1895, la Chine avait perdu la Corée et cédé Taïwan au Japon. L'île était gouvernée par un gouvernement japonais, dirigé par un gouverneur général, qui avait introduit la japonisation. Guerre civile chinoise. En revanche, la Chine elle-même était en tumulte à cette époque, avec plusieurs soulèvements massifs et le renversement de la dynastie corrompue des Qing en 1912. La révolution Xinhai, au cours de laquelle le règne de l'empereur chinois a été aboli, a conduit à l'établissement d'une république et à la formation de plusieurs groupes politiques. Ils se sont engagés dans une lutte intraitable qui a finalement dégénéré en guerre civile. Le Kuomintang et le Parti communiste chinois, PCC, étaient les deux principaux protagonistes de cette guerre. Le Kuomintang était un parti nationaliste chinois proche des idées de l'économie capitaliste. Les communistes cherchaient à construire le communisme et à nationaliser les entreprises. Malgré de vives contradictions idéologiques, ces partis se sont unis contre les divers juntes militaires qui contrôlaient une grande partie de la Chine. Grâce au succès de l'expédition du Nord, les partis ont pu établir leur pouvoir dans presque toute la partie orientale du pays, où vivait la majorité de la population. Peu de temps après, cependant, un affrontement sanglant a éclaté entre le Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, et les communistes chinois, qui a commencé avec l'exécution des communistes de Shanghai par le Kuomintang. Le Parti communiste est passé dans la clandestinité. La plupart de ses unités militaires avaient été détruites et les membres du parti avaient été soumis à des représailles. Cependant, le noyau communiste, dirigé par Mao Zedong, a réussi à sauver ses forces et à redéployer ses unités du sud de la Chine lors de la Grande Campagne de 1934 à 1936 vers la région près de Yan'an, où il était beaucoup plus pratique de recevoir l'aide de l'Union soviétique. Guerre de la Chine avec le Japon.
Pendant ce temps, le Japon, profitant de la faiblesse et du désengagement de la Chine, a capturé la Mandchourie en 1932 et a établi l'état fantoche du Manchukuo, dirigé par l'ancien empereur chinois Puyi. 5 ans après une série d'engagements militaires localisés avec les forces chinoises, l'armée japonaise de près d'un demi-million a lancé une invasion à grande échelle de la Chine. Malgré l'avantage numérique des différentes armées chinoises, les Japonais ont pu vaincre rapidement les forces chinoises près de Shanghai grâce à une meilleure formation, discipline et équipement. Les Japonais ont également vaincu les forces chinoises près de Nanjing et ont occupé presque toute la côte de la Chine et une grande partie de la province orientale. Dans cette situation, les communistes et les membres du Kuomintang ont décidé de se réconcilier temporairement et de s'unir pour combattre un ennemi impitoyable. La guerre sanglante et amère avec les occupants japonais a continué avec un succès mitigé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, coûtant plus de 17 millions de vies au peuple chinois. L'affrontement communiste Kuomintang après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1945 que les alliés de la coalition anti-Hitler ont pu vaincre l'Allemagne nazie et lancer une offensive active contre les troupes japonaises stationnées sur le continent asiatique. L'armée soviétique a libéré le nord de la Chine et la Mandchourie des Japonais. La libération des autres territoires chinois a été effectuée par les forces du Kuomintang et du PCC, avec un soutien significatif de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Immédiatement après l'expulsion des Japonais, une lutte irréconciliable entre les communistes et le Kuomintang a repris, Mao Zedong s'appuyant sur le soutien de l'URSS, les ressources de la Mandchourie et du nord de la Chine. Le gouvernement américain, craignant la montée du communisme, a commencé à soutenir le Kuomintang nationaliste au pouvoir. La même année, la République de Chine dirigée par Chiang Kai-shek est devenue membre des Nations Unies en 1945. De plus, l'île de Taïwan est retournée en Chine. Cependant, la corruption totale, la fatigue des répressions du Kuomintang et l'effondrement des forces gouvernementales ont conduit au triomphe des communistes. Ils ont réussi à capturer toute la Chine continentale, orientale et centrale jusqu'en 1949. Les loyalistes du Kuomintang, dirigés par Chiang Kai-shek, et les restes des forces gouvernementales vaincues de la République de Chine ont évacué à Taïwan, d'où ils prévoyaient de reprendre la Chine continentale avec l'aide des États-Unis. Pendant ce temps, Mao Zedong avait établi une République populaire de Chine communiste sur le continent chinois, qui considérait Taïwan comme une partie intégrante. La lutte entre la Chine et Taïwan. Il y a eu 2 petits conflits frontaliers entre Taïwan, gouverné par le Kuomintang, et la RPC. Au cours des escarmouches, le peuple chinois de Taïwan a dû repousser les tentatives du continent chinois de capturer les îles entre Taïwan et la République populaire de Chine. De 1954 à 1955, la République populaire de Chine a capturé les îles Yijiangshan et Dachen, et 3 ans plus tard a essayé de prendre le contrôle de l'archipel près de Tianmen. Cependant, après avoir perdu 25 chasseurs dans la bataille, l'armée chinoise communiste s'est retirée. Les États-Unis ont apporté un soutien substantiel à Taïwan dans ces conflits, en fournissant des armes et un soutien financier à cette nation insulaire depuis 1949. De plus, les États-Unis ont adopté la loi sur les relations avec Taïwan en 1979. Qui prévoit un soutien militaire en cas d'attaque d'un autre pays contre l'île. La République populaire de Chine a été activement soutenue par l'Union soviétique jusqu'à la fin des années 60. Changement politique à Taïwan. Les 2 pays étaient dirigés par des régimes autoritaires à la fin des années 1970. Ils ont mené une répression brutale contre leurs opposants politiques, ont transformé les élections en simulacres et ont imposé une sévère censure. Chiang Kai-shek a créé une dictature unique dans la République de Chine à Taïwan, et Mao Zedong a établi un régime totalitaire en Chine. Après la mort de Chiang Kai-shek en 1975, son fils Chiang Ching-kuo est arrivé au pouvoir à Taïwan et a gouverné jusqu'en 1988. Il a aboli la loi martiale et assoupli la censure. Pendant le règne de son successeur, Lee Teng-hui de 1988 à 2000, le pays a subi une démocratisation finale et a tenu ses premières élections parlementaires libres en 1992. Les réformes de Lee ont donné aux Taïwanais une liberté politique complète. Aujourd'hui, la vie politique de Taïwan est caractérisée par un affrontement entre 2 grands partis, le Kuomintang, qui était au pouvoir jusqu'en 2000, et le Parti démocratique progressiste, dirigé par Tsai Ing-wen, qui est en poste depuis 2016.
Les démocrates prônent la reconnaissance internationale de l'indépendance de Taïwan et rejettent la possibilité de l'unification ou du rapprochement avec la Chine. Cela, bien sûr, est extrêmement impopulaire auprès des communistes chinois. Les représentants du Kuomintang adoptent officiellement une position plutôt modérée et prônent la préservation de l'état actuel des relations avec la Chine continentale. Économie de Taïwan. Taïwan s'est développé en tant que pays capitaliste. Il a bien utilisé l'infrastructure qui avait été construite pendant le régime japonais. De plus, il attirait des investissements étrangers. La République insulaire s'appuyait sur la production de haute technologie, de pièces de rechange et d'électronique. Il a également introduit une réforme agraire qui a stimulé le développement de l'agriculture. De plus, le gouvernement de la République insulaire, en 1959, a introduit des programmes d'aide et de prêts concessionnels pour ses citoyens. Cela a contribué à la croissance des petites et moyennes entreprises. Depuis les années 60, Taïwan a connu un essor dans la production de puces et de pièces de semi-conducteurs. De nombreux fabricants japonais et américains d'équipements ménagers et informatiques, notamment Toshiba, Panasonic, IBM et Intel, ont ouvert leurs filiales à Taïwan. Cela a contribué à la croissance économique rapide qui est entrée dans l'histoire sous le nom de miracle économique de Taïwan. Pendant cette période, la croissance du PIB du pays a augmenté de 9% par an de 1952 à 1982. Au début du XXIe siècle, Taïwan produisait 62% des semi-conducteurs mondiaux, et le pays était classé 18e en termes de PIB par habitant. Développement économique et politique de la Chine. En Chine, après l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong, les entreprises ont été nationalisées. Il y a également eu une politique échouée du grand bond en avant, qui a été établie pour surmonter le retard économique et technologique de la Chine. Pendant ce programme, une guerre absurde et pernicieuse contre les moineaux a été menée. Dans les villages a été initiée la production d'acier de très mauvaise qualité, les terres villageoises ont été collectivisées et les récoltes ont été réquisitionnées. Les projets censés stimuler l'industrialisation ont ravagé l'économie de la Chine continentale et ont entraîné la famine d'environ 36 millions de personnes. La politique économique de la Chine a changé de manière significative après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978. Pendant son règne, il y a eu une transition d'un mode de production communiste à un mode de production capitaliste privé. Des investissements étrangers ont également été attirés, y compris de l'argent des entreprises américaines, qui étaient attirées par la main-d'œuvre chinoise choquante de bon marché et la présence de riches gisements de lithium, de fer et d'aluminium. Après les réformes économiques, l'économie chinoise a commencé à croître de manière stable et confiante, mais aucune libéralisation politique n'a eu lieu dans cet État totalitaire. Le Parti communiste chinois continue de maintenir un monopole sur l'activité politique dans le pays. Il y a beaucoup de censure. Wikipédia, YouTube et Facebook sont interdits. Des représailles sont menées contre les dissidents et les membres des minorités nationales. Statut international de la Chine et de Taïwan et relations entre eux. Pendant longtemps, le gouvernement de Chiang Kai-shek, situé à Taïwan, a été reconnu par les Nations Unies et la plupart des pays de l'époque comme le seul représentant légitime de la Chine. La situation a changé en 1971, lorsque la majorité des membres des Nations Unies ont voté pour remplacer le représentant de la République de Chine, Taïwan, par le représentant de la République populaire de Chine. En 1978, la Chine communiste a commencé à ouvrir son économie. Un an plus tard, les États-Unis ont réalisé de nouvelles opportunités commerciales et ont établi officiellement des relations diplomatiques avec la Chine. Cependant, ils ont continué leur partenariat avec Taïwan. Suite à cette décision, la plupart des pays ont établi des relations diplomatiques avec la Chine et ont rompu leurs relations avec Taïwan. Les rares pays qui entretiennent encore des contacts diplomatiques formels avec Taipei font l'objet d'une pression politique et économique systématique de la part de la Chine communiste. Il y a une coopération économique entre Taïwan et la République populaire de Chine, mais au niveau officiel, les pays ne se reconnaissent pas mutuellement. En Chine, il existe un ministère des Affaires insulaires qui est responsable des contacts avec Taïwan. À Taïwan, ce rôle est joué par le Conseil des affaires du continent. Le désir des autorités chinoises de domination mondiale et d'expansion en Asie stimule la République populaire de Chine à intensifier ses efforts dans le domaine de l'annexion de Taïwan. La plupart des habitants de l'île ne ressentent aucun attachement politique à la Chine continentale et ne veulent pas vivre en Chine communiste.
La République populaire de Chine a intensifié la pression sur Taïwan après l'élection du président Tsai Ing-wen, qui est un partisan de l'indépendance de Taïwan. Le désir de la République populaire de Chine de montrer sa puissance militaire à travers des exercices militaires constants dans les eaux près de Taïwan et une éventuelle invasion militaire pourrait déclencher une guerre à grande échelle entre la Chine communiste et les États-Unis, qui sont depuis longtemps un allié de Taïwan. En résumé, Taïwan a été annexé à la Chine continentale pendant longtemps dans la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est alors que les réfugiés chinois sont arrivés et sont devenus la majorité de la population de l'île. Après la première guerre sino-japonaise, Taïwan a été occupée par le Japon. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle est revenue en Chine. À l'époque, le parti au pouvoir dans l'Empire céleste était le Kuomintang, mais 4 ans plus tard, le parti a été vaincu dans une guerre civile avec les communistes. Le leader du Kuomintang, Chiang Kai-shek, avec ses partisans, les restes des armées et les colons, ont dû évacuer à Taïwan. Les communistes ont formé la République populaire de Chine dans toute la Chine continentale. Taïwan et la République populaire de Chine ont suivi des chemins de développement différents. En conséquence, Taïwan avait établi un pays démocratique avec un niveau de vie élevé et une économie de haute technologie post-industrielle. En Chine, malgré les changements de stratégies économiques, un régime communiste totalitaire est resté au pouvoir. La République populaire de Chine et Taïwan sont des États indépendants, mais Pékin ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan. La menace d'une invasion militaire de Taïwan reste l'un des plus grands dangers pour la paix mondiale. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, likez si elle vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de nos nouvelles vidéos. Cliquez ici pour regarder notre dernière vidéo sur comment l'OTAN et la Russie se préparent-ils à une guerre mondiale. Merci et à bientôt.